Ma femme n'avait aucune idée de mon passé de tireur d'élite des marines et de mon travail actuel d'agent du FBI. Mais je me suis réveillé juste à temps pour entendre son appel de minuit. « Oui, mon cœur ?» Il ne se doute de rien. Demain soir. Assure-toi oui juste que ça ait l'air d'un carnage. Mais j'avais déjà tout préparé pour en éliminer 10. J'ai toujours pensé que les heures calmes m'appartenaient. Le cœur de la nuit, quand la maison était immobile, l'air lourd de sommeil, et même les murs semblaient respirer en paix. Mais cette nuit-là, à minuit 41 exactement, je me suis réveillé, assoiffé, et tout ce que je croyais savoir s'est effondré en une seule phrase. Oui, mon cœur, il ne se doute de rien. Demain soir. Assure-toi juste que ça ait l'air d'un carnage. Je me suis immobilisé, une main sur la poignée de porte, l'autre tenant mon verre vide. Sa voix était basse, délibérée, chargée d'intention. Ma femme. La femme que j'avais épousée il y a 3 ans, la femme que je pensais connaître jusqu'à la cicatrice derrière son genou gauche. Elle se tenait dans la cuisine, le dos tourné, le téléphone à l'oreille, une main enroulant le cordon de son peignoir. Je l'ai entendu rire, un rire doux, presque nerveux. Et puis, je laisserai la porte déverrouillée à 22 heures. Faites ça vite, faites passer ça pour un cambriolage qui a mal tourné. J'ai reculé avant que le craquement du plancher ne puisse me trahir. Pas de colère, pas de panique. J'ai simplement posé le verre sur la table du couloir et je me suis dirigé vers le garage, comme si j'allais fumer une cigarette. Elle ne m'a pas vu. Elle n'a pas entendu la porte se refermer derrière moi. Je m'appelle Jacques Brennan. J'ai 46 ans et je suis directeur de la stratégie de sécurité pour une firme d'infrastructure mondiale appelée Valence Opération Group. C'est une couverture. Mon véritable employeur est le Bureau fédéral d'investigation, division du contre-espionnage, unité des opérations internes. Depuis 15 ans, j'ai été infiltré dans divers rôles civils, traquant les menaces à l'intérieur des frontières américaines, vol de technologie, infiltration de cartels, réseaux de chantage étrangers. Avant cela, j'ai passé une décennie dans les marines. Tireur d'élite éclaireur, déployé sur 5 théâtres d'opération, démobilisé avec les honneurs, puis discrètement recruté. J'ai vu de braves hommes perdre la vie parce qu'ils avaient fait confiance à la mauvaise personne. J'ai regardé à travers des lunettes de visée des ennemis qui souriaient la veille et égorgeaient le lendemain. Et j'ai appris, sans l'ombre d'un doute, que la première règle de survie n'est ni la force, ni la vitesse. C'est le silence. Laisse-les parler, laisse-les penser, laisse-les se pendre avec leurs propres cordes. Le garage était plongé dans le noir jusqu'à ce que je tape la séquence sur le panneau latéral. L'ampoule du plafond a clignoté une fois, puis s'est stabilisée. La pièce ressemblait à n'importe quel débarras de banlieue, étagère de pots de peinture, un établi, une boîte à outils. Mais derrière une fausse cloison, accessible en pressant les 2 bons doigts dans la découpe derrière le boîtier de disjoncteur, se trouvait ce dont elle ignorait l'existence. La porte s'est ouverte dans un déclic. Je suis entré dans une salle de contrôle de 12 par 12 pieds, murs renforcés, insonorisation, un bureau en acier froid avec 4 moniteurs, des liaisons montantes en fibre optique, 3 brouilleurs de signaux dédiés et une série de sauvegardes de données. Mon sanctuaire. Je me suis assis, j'ai respiré, puis j'ai activé l'enregistrement audio caché de la maison. Je l'avais recablé moi-même il y a 2 ans. De petits micros en céramique intégrés dans les luminaires, les grilles de ventilation, et même les plaintes. J'ai rembobiné de 10 minutes et j'ai réécouté. Oui, mon cœur, il ne se doute de rien. J'ai fermé les yeux, laissant les mots m'envahir. Pas les mots, ils étaient sans importance. C'était le ton. Celui que j'avais entendu dans les salles d'interrogatoire. Celui que les menteurs portent comme un parfum, une confiance nerveuse, une malice enjouée. Elle a terminé l'appel. J'ai changé de flux. La caméra de la cuisine a capté ses doigts volants sur son téléphone. J'ai copié le numéro en temps réel et les balancé dans un traçage via un téléphone jetable. Les résultats sont tombés rapidement, un prépayé enregistré à 3 villes de là, avec des pings de localisation rebondissant sur des antennes relais couramment utilisées par des affiliés connus du cartel Najra. Des connexions vers le sud, des réseaux de trafic et d'exécution. J'avais vu leur travail. J'avais nettoyé leur travail. Je les regardais se servir un verre de vin, s'asseoir sur le canapé et sourire. Ce sourire. Mon Dieu, il me faisait fondre avant. Maintenant, il me glaçait les mains. Elle pensait que j'étais juste un homme avec un travail de bureau, un homme qui ramenait des plats à emporter,
oubliait les anniversaires et payait les factures à temps. Elle ne savait pas que le coffre-fort sous le sol du garage contenait une mallette avec des munitions M118 personnalisées et un fusil démontable que j'avais utilisé en Jordanie. Elle ne savait pas que chaque pièce de cette maison pouvait être transformée en piège tactique en moins de 2 heures. Elle ne savait pas que j'avais cartographié chaque entrée, chaque sortie, chaque ligne de mire depuis que nous avions acheté la maison. Elle ne savait pas que j'attendais. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une habitude. Quand on passe 30 ans à marcher parmi les ennemis, on apprend à compter les pas et les angles, même en se brossant les dents. On n'arrête pas juste parce qu'on a un prêt immobilier. Je l'ai regardé finir son vin et monter se coucher. Elle n'a pas verrouillé la porte de derrière. Pas besoin. Il venait demain. Elle pensait avoir ouvert la voie. Elle avait fait une erreur. Elle pensait avoir épousé un civil. J'ai ouvert le coffre, j'ai sorti la mallette, je l'ai ouverte. Le fusil était là, comme un vieil ami. J'ai commencé à l'assembler, chaque pièce glissant en place avec le genre de précision qu'on n'oublie pas. J'ai murmuré à la pièce vide, un carnage, un. Elle voulait un carnage. Elle allait en avoir un. On dit que les pires trahisons ne viennent pas avec des cris. Elles viennent avec le silence. Et quand ça arrive, on n'entend pas son cœur se briser. On entend juste la pièce devenir plus silencieuse. Trop silencieuse. La nuit après l'avoir entendu murmurer ce petit complot meurtrier au téléphone, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas fait les 100 pas. Je n'ai pas bu. Je suis resté assis dans ma salle de surveillance et je me suis souvenu de la jungle. Plus précisément, de la vallée de Korangal, en 2006. C'était le genre d'endroit qui n'était jamais immobile, même les arbres y respiraient mal. La chaleur avait un poids. On restait assis dans la même position pendant des heures, sans cligner des yeux, sans bouger, sans penser. Juste à écouter. À attendre. Et puis une forme bougeait, juste assez pour justifier une pression sur la détente. Je me souviens de la première fois où j'ai attendu trop longtemps. C'est le même jour où j'ai vu 2 de nos gars se vider de leur sang dans la boue parce que j'avais hésité. Il ne faut pas une balle pour vous tuer là-bas, juste une seconde de doute. Je me suis fait une promesse ce jour-là, ne jamais attendre d'être trahi. J'ai emporté ça avec moi au bureau. Les fantômes sont venus aussi. J'ai juste appris à mieux les nommer. Différents uniformes, différents masques, mais les mêmes yeux vides. Quand je les rencontrais, je travaillais sous couverture comme consultant privé pour Vélance OPS, infiltré dans le réseau de l'ombre du bureau. Elle était analyste système, engagée pour redessiner notre interface logistique. Intelligente, chaleureuse, elle aimait son café brûlé et noir. Elle m'a dit que son dernier petit ami l'avait escroqué avec une arnaque à la crypto, alors la confiance ne venait pas facilement. J'aurais dû voir l'ironie à l'époque. Mais j'étais fatigué. Fatigué du jeu, des mensonges, des masques. Avec elle, j'avais l'impression que je pouvais enfin accrocher mon fusil au mur et l'Y laisser. Elle a même ri la première fois qu'elle a vu la cicatrice au-dessus de ma clavicule, disant qu'elle ressemblait au logo de Nike. Just do it, a-t-elle murmuré avant de l'embrasser. C'était comme une capitulation. Je n'avais pas réalisé que c'était la mienne. Mais de petites choses ont commencé à s'accumuler. Les faux appels professionnels où sa voix devenait trop basse. Les week-ends chez sa sœur qui se transformaient soudain en retraite d'urgence. Les questions sur mon fonds de pension, mes mots de passe. Je continuais à lui trouver des excuses, blâmant mon propre traumatisme. On voit des ombres là où il n'y en a pas, n'est-ce pas? Sauf que parfois, l'ombre est réelle. À 4h12 du matin, j'ai sorti 2 téléphones jetables, l'un du conduit de ventilation murale, l'autre du grenier. Pas de traces numériques, pas d'empreinte digitale. Chacun codé pour une fausse identité distincte. J'ai envoyé un message à 2 de mes plus anciens contacts du bureau. Je n'ai pas tout expliqué, juste assez, possible faille. Actif compromis. Protocole de veille conseillé. Phrase clé, Rossignol a quitté son perchoir. En 6 minutes, j'ai eu la confirmation. 2 boîtes aux lettres mortes étaient prêtes. Une dans une poubelle de ruelle, l'autre derrière un distributeur automatique dans la salle de sport où je m'entraîne. Cela déclencherait le niveau suivant s'il m'arrivait quelque chose. J'ai effacé les 2 téléphones, broyé leurs cartes SIM et jeté les restes dans des sacs poubelles séparés, répartis sur 3 pâtés de maison. Le lendemain matin, aucune trace.
La maison était la suivante. J'ai passé des années à prétendre être le mari incapable de réparer un robinet qui fuit. C'est ce qui a rendu facile l'installation de chaque pièce d'équipement sans éveiller les soupçons. Le garage avait un déclencheur à pression relié au détecteur de mouvement des 2 entrées latérales. La porte-fenêtre arrière était équipée d'une alerte silencieuse qui se déclenchait à la seconde où elle s'ouvrait. J'ai installé 2 caméras sans fil dans les gouttières, chacune alimentant une boucle privée que je pouvais regarder depuis ma montre. On aurait dit que j'arrosais les plantes. Je posais des mines. Au lever du soleil, la maison n'était plus un foyer. C'était un périmètre. Je me suis préparé un shake protéiné que je n'ai pas bu et j'ai ouvert le coffre. À l'intérieur, la longue mallette n'avait pas été touchée depuis près de 2 ans. Pas parce que je l'avais oubliée, mais parce que j'espérais ne plus jamais en avoir besoin. Je l'ai posée sur la table et j'ai ouvert les loquets. Le fusil m'a regardé comme s'il n'était jamais parti. Système de fusil de précision semi-automatique M110, lunettes personnalisées, munitions subsoniques, canon silencieux. Le genre de choses qu'on ne vous laisse plus prendre dans les avions, sauf si vous avez un badge étoilé et des aveux signés par le Congrès. J'ai vérifié la chambre, propre. J'ai chargé la première balle, usinée à la main, à pointe creuse, avec une gravure juste sous la douille, K21, pour Killzone 21. Pas une dotation du bureau. La mienne. Puis j'ai parlé. Pas à elle, ni à personne. Juste au fantôme dans la pièce. Demain, mon cœur, ai-je murmuré. Faisons un carnage. Et puis j'ai souri. Elle pensait avoir ouvert la porte à des tueurs. Elle ne savait pas que j'avais déjà ouvert la porte pour eux. L'odeur de faux filet grillé m'a frappé avant même que j'entre dans la cuisine. Beurre, ail, un soupçon de romarin. La totale. Elle avait mis les petits plats dans les grands. Je suis entré dans la pièce et je l'ai vue, tablier noué, cheveux relevés comme elle ne les avait pas portés depuis des mois, souriant comme si les dernières 24 heures n'avaient pas eu lieu. Le voilà, dit-elle. Le dîner est presque prêt. J'ai pensé qu'on méritait une belle soirée à la maison. Elle a retiré la poêle en fonte du feu et a dressé le steak comme pour un shooting de magazine. La lueur d'une bougie vacillait au centre de la table. Le vin cher, la bouteille que nous devions garder pour notre anniversaire, était déjà ouvert et décantait. C'était du théâtre, et c'était sacrément convaincant. Je me suis assis en face d'elle, observant ses mouvements, trop fluides, trop contrôlés. Elle a versé le vin, m'a tendu mon verre, et ses doigts ont effleuré les miens comme si elle essayait encore de jouer le rôle de l'épouse dévouée. J'ai souri. Elle a levé son verre. À nous. J'ai levé le mien. À demain. Elle s'est figée. C'était léger, pas plus qu'un clignement d'yeux et un tressaillement de sa mâchoire, mais je l'ai vu. Je vois toujours tout. Puis elle a ri, un rire léger, trop léger. Tu ne vas pas me dire ce que ça veut dire, n'est-ce pas? J'ai juste coupé dans le steak. Pas encore. Elle m'a observé pendant quelques secondes, puis a changé de sujet. Elle a parlé du chien du voisin, de la météo, d'une nouvelle série qu'elle voulait qu'on regarde. J'ai hoché la tête, parlant peu. Chaque mot qui sortait de sa bouche ressemblait à du bruit blanc dans mes oreilles. Ce n'était pas ma femme. C'était une coquille, parfaitement moulée pour me garder aveugle, silencieux, faible. Après le dîner, elle s'est levée et a dit qu'elle devait prendre un appel. Ma sœur, a-t-elle ajouté avec un petit roulement des yeux. Elle fait encore une de ses crises. Je me suis adossé à ma chaise. Prends ton temps. Elle a attrapé son manteau, m'a offert un sourire auquel j'avais cru autrefois, et est sortie par la porte d'entrée. J'ai attendu 6 secondes, puis j'ai tapoté 2 fois le cadran de ma montre. Le drone du garage, déguisé à l'intérieur d'un bac d'entretien de pelouse, s'est activé et s'est élevé dans le ciel, suivant silencieusement la balise GPS que j'avais placée dans la doublure de son manteau l'année dernière. Pas parce que je la soupçonnais, mais parce que je ne faisais pas confiance au confort. L'écran s'est allumé. Elle ne se dirigeait pas vers le quartier de sa sœur. Elle a tourné à gauche après la bretelle d'autoroute, puis sur une route de service non éclairée qui menait à une impasse, sur un ancien site de construction désaffecté à l'ouest du quartier industriel. Le flux du drone l'a surprise alors qu'elle s'arrêtait près d'une camionnette blanche. 2 autres étaient déjà là. Quand elle est sortie, 9 autres silhouettes ont émergé de l'ombre. 10 hommes au total. Équipement tactique complet, bottes noires, gants, vision nocturne attachée au casque. Pas des amateurs,
pas des gros bras locaux. C'était une efficacité paramilitaire. Silencieuse, coordonnée, délibérée. Et puis elle a embrassé l'un d'eux. Pas un baiser chaste, pas une diversion. C'était long, familier, intime. Ma poitrine ne s'est pas fissurée. Mes mains n'ont pas tremblé. C'était quelque chose de plus froid que la rage, de plus ancien que le chagrin. C'était la clarté. La femme que j'aimais était morte depuis longtemps. Peut-être n'avait-elle jamais existé. Ce qui se tenait dans ma cuisine tout à l'heure n'était que sa peau, drapée sur quelque chose de complètement différent. Quelque chose de transactionnel. Quelque chose de létal. J'ai coupé le flux du drone et je me suis levé. Pas de mots, pas de cérémonie. Juste l'action. J'ai rouvert la mallette et j'ai glissé le fusil dans le sac à dos, démonté, d'un geste lisse, entraîné. J'ai attrapé 2 chargeurs supplémentaires, le couteau de combat incurvé et une lampe frontale à faible luminosité. Je me suis glissé par le portail latéral et dans la lisière d'arbres derrière la propriété, le chemin que j'avais emprunté 100 fois quand j'avais besoin de me vider la tête. Je me suis déplacé rapidement mais à couvert, traversant les rues de banlieue et sautant les clôtures jusqu'à ce que les maisons se fassent plus rares et que les arbres s'épaississent. La ville bourdonnait encore derrière moi, mais ici, juste après la carrière de gravier, il n'y avait que du vent et des clôtures rouillées. J'ai atteint le bord de la propriété et me suis agenouillé derrière une bande de broussailles. De là, je pouvais voir la camionnette, les sacs d'équipement, les hommes chargeant des fusils à silencieux et distribuant des oreillettes. Elle était toujours là, montrant un plan imprimé. Ma maison. Elle leur montrait les voies d'entrée, les zones des détecteurs de mouvement, l'emplacement du coffre dans le garage. Elle a même marqué l'endroit où je posais habituellement mon téléphone sur le comptoir de la cuisine avant de dormir. Elle n'a jamais remarqué que le plan avait été falsifié 2 semaines plus tôt. Le coffre qu'elle indiquait était un leurre. Les angles morts avaient des déclencheurs infrarouges inversés qui me renvoyaient en temps réel chaque signature thermique. Elle ne savait pas que la maison dans laquelle elle vivait n'avait jamais été la sienne à cartographier. Je l'ai regardé rire à nouveau, j'ai vu l'un des hommes lui taper dans le dos comme si elle faisait partie de l'équipe. Peut-être que c'était le cas. J'ai ajusté mon sac, roulé mes épaules et remonté ma capuche. La lune était sortie, mais je suis resté dans la lisière d'arbres, invisible pour quiconque ne cherchait pas de fantôme. Elle m'avait appris à disparaître, à me déplacer entre le vent et les barbelés, entre un battement de cœur et une respiration. Et ce soir, je ne rentrais pas à la maison. Je marchais droit dans la zone d'abattage, le doigt déjà sur la détente. J'étais déjà là quand ils sont arrivés. À plat ventre au 2e étage de la carcasse de béton adjacente, qui faisait autrefois partie des anciens bureaux du site. De là, j'avais une vue complète sur l'entrée, les flancs nord et ouest, et une tranche partielle de l'intérieur du rez-de-chaussée. Mon fusil était calé, l'élévation ajustée, le vent calibré à 0. Chaque piège était en place, chaque angle pris en compte. Ils sont arrivés vers 21h43, comme une bande d'étudiants se rendant à un feu de joie, riant, se donnant des coups de coude. L'un d'eux a même ouvert une bière. Négligent, arrogant. Il pensait que c'était une mission de nettoyage. Juste une cible facile dans un lit dont il ne se réveillerait pas. Je l'ai regardé sortir du second SUV, un presse-papier à la main, portant toujours le manteau que je lui avais acheté l'hiver dernier. Celui qui, disait-elle, la faisait se sentir en sécurité. Elle les a appelés, désignant le plan sommaire. Je pouvais distinguer sa voix grâce au micro parabolique. Confiante, autoritaire. Elle était leur agent traitant, pas un appât. Il y a une entrée par le couloir, ici, dit-elle en tapotant le coin. Il dort généralement face à la porte. Bal à silencieux dans la tête et le cœur. Laissez la scène en désordre. Renversez des tiroirs, coupez quelques fils. Faites passer ça pour un cambriolage qui a mal tourné. Un des hommes a ri. De l'argent facile. Elle a souri. Ne soyez pas trop sûr de vous. Il n'est pas aussi stupide qu'il en a l'air. Ça, au moins, c'était vrai. Ils ont forcé le mur sud en premier, exactement là où je l'espérais. Les capteurs de pression étaient calibrés pour leur poids exact. Une fois déclenchés, ils lanceraient un délai silencieux de 5 secondes pour leur donner le temps de se regrouper. J'ai attendu. Le premier homme a bougé vite, sécurisant le coin avec son fusil en joue. Il a fait 2 pas au-delà de la poutre de soutien en contreplaqué et s'est effondré, la poitrine ouverte.
Une balle silencieuse en plein sternum. Pas d'écho, juste le bruit de la chair frappant le béton. Le second s'est retourné trop brusquement et a déclenché le flash enterré. Il a reculé en titubant dans la charge explosive à clous encastrés dans l'évier. Ça ne l'a pas tué. Ça lui a juste arraché les jambes. Son cri a résonné comme celui d'un animal qu'on aurait frappé. La panique s'est répandue comme du gaz. Ils se sont dispersés, cherchant à s'abriter, essayant d'identifier le tireur. Ils ne savaient pas que je n'étais pas à l'intérieur. J'étais au-dessus, à l'extérieur, inaccessible. Le troisième et le quatrième sont tombés proprement. 2 tirs chacun. L'un à l'arrière du crâne, l'autre dans la gorge alors qu'il tentait de crier des ordres. À ce moment-là, elle hurlait « Gardez la formation ». Identifiez le tireur. Bougez. Mais il n'y avait pas de formation. Il n'y avait que le chaos. J'ai vu l'un d'eux essayer de monter l'escalier, déclenchant le fil-piège. Il n'a pas dépassé la 2e marche avant que les barres d'armature de soutien ne cèdent, le faisant chuter sur les tiges d'acier que j'avais plantées sous le plancher. 6 à terre. Le numéro 7 a couru dans un passage latéral et a heurté le fil-piège aux éclats de céramique. Pas mortel, mais ça l'a fait lâcher son fusil, et c'est à ce moment-là que je lui ai explosé la rotule. Je ne l'ai pas tué tout de suite. Je voulais qu'il la regarde en se vidant de son sang. Le 8 et le 9 ont tenté de rejoindre la camionnette. Je les ai abattus par derrière avant même qu'ils n'atteignent le capot. Les signatures thermiques s'allumaient comme des fusées éclairantes sur ma lunette. Prévisible, linéaire, faible. Le dernier, le numéro 10, était celui qu'elle appelait « mon cœur ». Je le savais parce qu'il n'arrêtait pas de crier son nom comme si elle allait le sauver. Il a essayé de courir, sans armes, appelant des renforts sur un téléphone jetable qui ne se connecterait pas. Il a fait 12 pieds avant que je ne sorte de l'ombre. Je ne lui ai pas tiré dessus. Je l'ai poignardé. Une seule fois, juste sous la cage thoracique, en remontant. Son souffle s'est coupé et il est tombé à genoux. Il a levé les yeux vers elle, suffocant, les yeux écarquillés par une trahison qu'il n'a pas eu le temps de comprendre. Elle l'a rattrapé, a essayé de le soutenir, le sang coulant sur son jean. « Non, 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 s'il te plaît », a-t-elle murmuré, pressant sa poitrine. Je suis alors sorti à découvert, le fusil en bandoulière, les dernières charges déjà amorcées derrière moi. Elle a levé les yeux et s'est figée. Ses mains étaient trempées de son sang, son visage tordu, mais ce n'était pas de la peur. C'était du choc, de la perte. Peut-être du regret. « Je te faisais confiance », a-t-elle haleté. Je l'ai regardé fixement. Ma voix est sortie plus froide que je ne l'aurais cru. « Je t'ai fait confiance en premier. » Elle a cherché quelque chose. Je n'ai pas attendu de voir quoi. Je l'ai plaqué au sol, lui ai menotté les poignets dans le dos et les relevé d'un coup sec. Elle a crié et s'est débattue, mais c'était fini. Sa petite armée était finie. Il ne restait personne pour la sauver. Le minuteur tournait. 3 minutes. La fausse conduite de gaz que j'avais installée au niveau inférieur fuyait déjà. Le temps que quelqu'un trouve cet endroit, ce ne serait plus qu'un cratère fumant avec 10 cadavres non identifiables et aucune trace de moi. Elle était la seule chose que je laissais derrière, et même elle n'était qu'un dernier détail à régler, en attente de son transport. La salle de débriefing était stérile, sans fenêtre, et bourdonnait de ce faible bruit fluorescent qui me donnait toujours la chair de poule. Le sceau du bureau était accroché au mur, plus comme un avertissement qu'un symbole. 2 caméras dans les coins opposés, une vitre sans teint derrière laquelle se trouvaient probablement 2 analystes et un chef d'équipe, m'observant comme si c'était moi qui étais interrogé. Elle était assise en face de moi, les poignets menottés à la table boulonnée. Elle n'avait pas parlé depuis le trajet. Ni supplication, ni rage. Juste un silence vibrant de choses non dites. Mon contact est entré. L'agent Mendez. Nous avions travaillé ensemble sur 2 opérations, une à Chicago, une à Tucson. Vif, digne de confiance, il ne posait jamais de questions dont il n'avait pas besoin des réponses. Il m'a fait un signe de tête et a dit « On prend le relais à partir de maintenant ». Je me suis levé sans la regarder, mais j'ai senti ses yeux sur moi. Pas doux, pas brisé. Juste plein d'une haine silencieuse. C'était bien. C'était juste. Ils allaient la traiter dans le cadre de l'opération Glass Veil, une enquête approfondie sur les réseaux d'infiltration de cartels utilisant des actifs civils pour épouser et compromettre des agents des forces de l'ordre.
Il s'est avéré qu'elle n'était pas juste une femme qui m'avait manipulé. Elle était un rouage dans un engrenage bien plus grand, un nœud de recrutement, un agent traitant, et si ces messages étaient exacts, la gardienne d'une liste de cibles de 3 douzaines de noms. Je n'étais qu'un galop d'essai. Mendez a détaché sa chaîne, l'a mise debout et l'a fait sortir sans cérémonie. Elle n'a pas regardé en arrière. Moi non plus. Personne ne m'a félicité. Pas de citation. C'est comme ça que ce travail fonctionne. Quand on le fait bien, personne ne sait qu'on a été là. J'ai signé les derniers documents et je suis sorti par le couloir du garage. Le soleil du matin m'a frappé comme un couteau dans les yeux après des heures sous terre. Je l'ai encaissé, clignant des yeux pour dissiper la brûlure, et j'ai marché jusqu'au bord du parking où mon camion attendait. Dans la boîte à gants se trouvait mon téléphone, le vrai. Toujours éteint, toujours intact depuis que j'avais initié le dépôt de contingence 3 nuits plus tôt. Je ne l'ai pas allumé. Pas encore. À la place, j'ai conduit vers l'est, au-delà des limites de la ville, au-delà du périmètre de couverture, dans les terres de broussailles que plus personne ne patrouillait, là où les routes se fissuraient et s'effaçaient et où le vent n'oubliait jamais de souffler. Je me suis arrêté près du kilomètre 212 et j'ai marché le dernier tronçon. Mon équipement était toujours caché là où je l'avais laissé, sous l'arbre creux, dans un sac étanche emballé 2 fois et scellé contre l'humidité. Le fusil a été démonté, nettoyé, réassemblé en quelques minutes. Mes mains connaissaient le rythme comme une prière. Une que je n'avais pas dite depuis des années mais dont je me souvenais encore. J'ai installé mon camp comme je le faisais en mission solo. Silencieux, simple, efficace. Pas de feu, pas de lumière. Juste une gourde d'eau froide et une parcelle de terre plate sous un dôme d'étoiles qui ne jugeait pas et ne demandait pas pourquoi. Et puis je me suis assis. Pas de débriefing, pas d'adrénaline. Juste les échos de tout ce que je n'avais pas dit. J'ai sorti un petit carnet de la poche intérieure de ma veste. Pas de logo, pas de nom. Juste des pages blanches que je gardais pour les vérités que je ne prononçais jamais à voix haute. J'ai pris un bout de crayon et j'ai écrit, lentement, délibérément. Je n'ai jamais eu besoin de vengeance. J'avais juste besoin d'être vu. J'ai fait une pause, puis j'ai ajouté, et maintenant, j'ai de nouveau disparu. Exactement comme j'aime. J'ai arraché la page, l'ai pliée en 3 et j'ai craqué une allumette. La flamme a pris immédiatement, enroulant le papier comme s'il grimaçait. Je l'ai tenu jusqu'à ce que le feu touche le bout de mes doigts, puis je l'ai laissé tomber dans la poussière et j'ai regardé les cendres se disperser dans la brise. Il y a un mythe qu'on raconte à l'entraînement, que les gens comme moi, les infiltrés profonds, les fantômes, ne peuvent jamais vraiment revenir. Nous apprenons à nous effacer et, finalement, nous oublions comment exister à la lumière du jour. Je pensais que c'était cynique. Maintenant, je sais que c'est juste une sorte de vérité silencieuse. Je me suis allongé, le fusil à côté de moi, les yeux sur les étoiles. Quelque part, loin d'ici, elle était dans une cage, une vraie cette fois. Traitement, interrogatoire, déclassification. Elle passerait le reste de sa vie dans des pièces comme celle où je l'avais laissée. Et je n'irai pas la voir. Je ne vérifierai même pas les mises à jour. Parce que cette histoire ne la concernait plus. Elle concernait le silence qui suit. Celui pour lequel je m'étais entraîné, celui dans lequel j'avais vécu. Ce bourdonnement étrange et paisible qui n'existe que lorsqu'on est entre deux cibles, entre deux couvertures, entre deux fantômes. Je me suis levé juste avant l'aube, j'ai mis mon sac sur l'épaule et je me suis tourné vers les collines. Personne ne savait ce que j'avais fait. Pas entièrement. Pas même le bureau. Et c'était le but. Demain apporterait un autre nom, un autre dossier, un autre visage que je devrais devenir. Mais cette nuit, pour quelques heures seulement, je n'étais personne. Et ça me convenait parfaitement.